Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Nicéphore, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et cet épisode s'intitule « Vogue, une histoire de l'élégance moderne ». Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. Maintenant que tout est dit, c'est parti! Année 1892. Un nouveau magazine connaît un fort succès dans les salons de l'élite américaine. Son nom, Vogue. Entre quelques illustrations, ce guide hebdomadaire du raffinement analyse les tendances de la haute société américaine, en couvrant la mode, les arts, la culture mondaine et en mettant en lumière les événements fastueux des classes aisées. Au tournant du XXe siècle, en 1909, l'éditeur Condé Nast acquiert Vogue, des suites du décès de son prédécesseur. Une nouvelle ère approche, celle où un simple magazine devient la référence internationale du bon goût, de l'élégance et de la haute couture, en d'autres termes, de la mode. Dès son acquisition, Condé Nast transforme radicalement Vogue. D'un format hebdomadaire, l'éditeur privilégie le bimensuel. Ainsi, il augmente le prestige du magazine par un contenu plus qualitatif et luxueux. C'est donc de toute évidence qu'il bascule de l'ancienne technique illustrative à la tendance du moment, la photographie. Pour que cette transition se déroule sans encombre, il accorde sa confiance au photographe allemand Adolphe de Meyer. Marié de convenance à la baronne Holda Caracciolo, il s'intègre par son union à la haute aristocratie britannique. Et de ce fait, à son élégance vestimentaire. Ébloui par tant de superbe, il propose aux dames de la noblesse de les photographier dans leurs plus beaux vêtements de haute couture. Repéré par Condé Nast, l'éditeur l'engage pour réaliser les premières photographies de mode officielles de l'histoire pour Vogue. La haute couture n'étant accessible qu'aux élites de la haute société, Adolphe de Meyer photographie son épouse, qu'il admire pour son élégance et qu'il considère rapidement comme sa muse. Mais il capture aussi les autres dames de la noblesse, ayant les moyens de poser avec leur propre robe de créateur. La renommée de ces modèles est alors garante de la création vestimentaire et de la visibilité du magazine lors de sa sortie. Pour ses prises de vue, Adolphe de Meyer s'inspire également du pictorialisme, encore très pratiqué en Europe et aux États-Unis, bien que vivant ces derniers instants. Les photographies se veulent donc être des œuvres d'art, une position soutenue par Condé Nast, qui se veut être novateur dans la mode et protecteur de la photographie de mode, comme un art à part entière. Cette dernière se fait progressivement une place dans le paysage de la publicité pour haute couture, devenant une sérieuse rivale à l'illustration publicitaire. Dans la période d'entre-deux-guerres où la photographie de mode connaît un renouveau, Edward Steichen prend la relève d'Adolphe de Meyer. Connu pour sa collaboration avec Paul Poiret pour le magazine Art et Décoration en 1911, Edward Steichen est perçu par la société comme le créateur de la photographie de mode moderne. Par sa netteté, ses contrastes, ses compositions graphiques et ses jeux de lumière novateurs, le photographe ne représente plus l'image de mode comme une simple illustration, mais cette fois-ci comme un outil commercial. De quoi convaincre Condé Nast de le prendre comme un nouveau directeur de la photographie de Vogue en 1923. Désormais, les photographies d'Edward Steichen tranchent radicalement avec celles d'Adolphe de Meyer. Tandis que l'un favorisait des flous pictorialistes et poses figées, l'autre privilégiait la modernité culturelle et l'entre-deux-guerres par la gestuelle de l'élégance et la magnificence du mouvement. Une innovation qui amène Steichen à construire à lui seul l'image des années 1920 et 1930,
tout en commercialisant visuellement les créations de Paul Poiret, Coco Chanel et Elsa Schiaparelli. Il prouve ainsi que l'esthétisme de la photographie de mode est aussi importante que l'esthétisme de la mode elle-même. Dans les années 1930, Vogue signe ses photographies d'élégance et de modernité. Et tandis qu'Edward Station s'apprête à quitter son poste pour se consacrer à d'autres projets, un photographe se fait remarquer pour ses mises en scène théâtrales flamboyantes. Cecil Beaton travaille en partenariat avec Vogue depuis 1927, mais c'est bien dans la dernière décennie de l'entre-deux-guerres qu'il entre au panthéon des photographes emblématiques de Vogue. Son style mélange l'élégance de la haute couture au décor somptueux, détaillé, onirique, voire même parfois féerique. Ses mises en scène sont majoritairement composées d'accessoires baroques, de miroirs, de fleurs et grands drapés, une distinction qui fait mouche dans le monde de la mode, à tel point que les plus grandes figures populaires lui demandent de réaliser leurs portraits de société. Lors de son partenariat avec Vogue, Cecil Beaton photographie notamment Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Twiggy, Marlène Dietrich, Diana Vreeland, Bay Paley, Wallis Simpson, Grace Kelly, Elizabeth Taylor et la princesse Margaret. Durant son partenariat avec la revue, Cecil Beaton permet la mutation de la photographie de mode en une forme d'expression théâtrale. Dans cette transformation, le photographe devient à la fois narrateur, décorateur et costumier. La Seconde Guerre mondiale marque profondément les photographes de mode, qui pour la plupart documentent les ravages des combats. Au sortir des conflits, tous se confrontent aux multiples traumatismes des populations. La photographie de mode en est profondément atteinte, nécessitant de multiples transformations. En résonance à cette réalité sociale, Dior lance en 1947 son fameux New Look. En réaction aux restrictions vestimentaires imposées par la Seconde Guerre mondiale, le jour est au style du luxe, du glamour et de la liberté. Après avoir documenté la Seconde Guerre mondiale, Cecil Beaton reprend ses partenariats avec Vogue et décide de redéfinir la mode d'après-guerre en structurant davantage l'élégance par une sobriété minimaliste. Ces images célèbrent la féminité trop longtemps négligée durant les conflits et qui se tournent vers des jours plus sophistiqués. La photographie de mode Vogue entre alors dans son âge d'or, un âge qui s'apprête à durer 2 décennies, de 1940 à 1960. Mais c'est également à cette période que Vogue affronte son plus grand concurrent, le Harper's Bazaar. Pour rester numéro 1 parmi ses rivaux, Condé Nast ouvre alors son magazine aux partenariats expérimentaux, lors desquels se démarquent Irving Penn et Richard Avedon. Tous deux se font remarquer par leur audace photographique avant-gardiste, par leur émotion et leurs images en mouvement. Irving Penn est le premier à se faire repérer par Alexander Lieberman, le directeur artistique du magazine. Avant d'être photographe, Irving Penn est avant tout graphiste dans les bureaux de Vogue. Connu pour ses compositions photographiques illustrant les couvertures, Lieberman l'invite à poursuivre son exploration dans le médium. C'est ainsi qu'Irving Penn produit sa première couverture de Vogue en octobre 1943. Son style, réputé minimaliste et aux compositions épurées, se construit majoritairement autour de portraits monochromes noir et blanc sur un fond neutre. Une recette d'aspect plutôt simple et pourtant indémodable qui perdure les décennies durant. L'accent est dirigé sur le sujet et uniquement le sujet, valorisant l'intimité dans l'élégance, la texture dans l'illustration artistique et classique des vêtements. Irving Penn tranche avec ses prédécesseurs. Après des années de mise en scène extravagante et théâtrale, le nouveau photographe innove par sa simplicité, ses lignes épurées, sa lumière naturelle et son studio, dénué de toute fioriture. Des séries notoires du photographe, nous ne pouvons passer à côté de l'emblématique Couturier dans le coin. Dans l'angle exigu de mur, Irving Penn confronte le spectateur avec son sujet, souvent des célébrités telles que Salvador Dali, Marlène Dietrich, Georgia O'Keeffe, la duchesse de Windsor, Marcel Duchamp ou encore Truman Capote. Cette histoire entre Irving Penn et Vogue dure 60 années, dont ressortent plus de 150 couvertures de magazines, sans compter les éditoriaux. Le second photographe à faire sa place dans l'expérimentation de Vogue est Richard Avedon. Repéré en 1966 par la rédactrice en chef de Vogue, Diana Vreeland,
L'homme est engagé comme photographe principal du magazine. Son esthétisme fascine par sa capacité à capturer le mouvement et l'émotion unique de chaque modèle. Une vision, encore une fois novatrice, qui fait exploser le cadre formel de la photographie de mode typique des années 40 et 50. Ces modèles courent, sautent, dansent, la joie véritable transparaît des images jusqu'à en devenir le sujet principal. Les célébrités qui passent devant l'objectif du photographe gagnent en authenticité. Le spectateur semble alors voir apparaître l'essence même d'une Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Twiggy, Brigitte Bardot et Jacqueline de Ribes. Là aussi, nous ne pouvons passer à côté de sa série réalisée avec Twiggy en 1967. À l'époque de cette prise de vue, la modèle instaure la beauté androgyne dans le magazine de mode. Ces images emblématiques d'une décennie sont dans l'air du temps et répondent à une génération plongée dans le mouvement de la Swinging London. C'est dans ces années 1960 que 3 photographes britanniques de Vogue choisissent de réinventer l'imagerie de mode pour la rendre plus accessible, moins élitiste et plus en phase avec le renouveau culturel, artistique et social de cette fameuse Swinging London. Ils sont David Bailey, Terence Donovan et Brian Duffy, mais tout le monde les appelle les Black Trinity, un surnom audacieux à l'image de leur photographie, plutôt sombre et assez provocatrice. En se faisant rencontrer la culture de rue et la haute couture, les 3 hommes inventent la mode de rue, qui gagne en spontanéité. David Bailey développe un style brut et frontal dans des portraits d'icônes de la mode, mais aussi de la culture populaire tels qu'Andy Warhol, Mick Jagger et les Beatles. En rendant énergiques les dynamismes de la jeunesse, il contribue à la naissance des supermodèles. Terence Donovan, tout comme Bailey, se veut photographe du mouvement et des composantes dynamiques. Influencé par le photojournalisme, il tient à rendre ses images libres et modernes. Ces clichés parviennent à connecter la culture populaire avec la culture de la haute couture en accentuant le charisme de ses modèles comme Marianne Faithfull et Julie Christie. Par ailleurs, ces images innovent dans la représentation d'une femme libre, indépendante et dynamique. Une vision moderne et ancrée dans les mentalités des années 1960. Enfin, Brian Duffy, qui met l'accent sur la rupture des conventions avec la photographie de mode traditionnelle. Pour lui, le modèle est premier, le vêtement n'est que secondaire. Pour ce faire, il privilégie les compositions épurées et minimalistes dans un contexte urbain, avec pour modèle des icônes de la culture populaire londonienne. Le trio de photographes des Black Trinity, en collaborant avec Vogue, permet au magazine de créer un lien fort avec la jeunesse londonienne des années 60, en permettant une ouverture à de nouveaux standards de beauté de la féminité, tout en élevant Londres au rang de capitale de la mode. En seulement une dizaine d'années, le magazine est parvenu à gagner en pertinence dans un climat de changement culturel, en privilégiant les émotions, la personnalité, la culture populaire et l'énergie de la jeunesse à la beauté du simple vêtement. Enfin, dans les années 1970, connaît son apogée photographique d'Helmut Newton, qui a introduit des images axées sur la provocation, le fétichisme et l'érotisme. De quoi faire beaucoup de tapage dans le monde de la mode, mais pas que. Newton marque les esprits avec ses icônes fortes par leur indépendance et leur sensualité, créant un pouvoir féminin incontestable sur la mode et l'art. Le luxe devient le centre névralgique du glamour noir, un style dont Helmut Newton s'amuse pour risquer l'élégance aux images fortement dramatiques, à la hauteur des plus grands films d'auteur. Le photographe fait notamment parler de lui en 1975, avec sa série Le Smoking, réalisée pour Vogue Paris. Dans celle-ci, Newton fiche des femmes arborant les fameux smokings d'Yves Saint-Laurent sous la nuit parisienne, une imagerie emblématique de cette femme moderne à l'aube de la libération sexuelle et des mouvements féministes. Cependant, dans les années 1980, intègre une nouvelle embûche à l'ascension de Vogue. Face à lui, s'impose le magazine Elle. On entreprend donc de prendre un nouveau tournant en changeant de rédactrice en chef. Après Grace Mirabella, le poste revient à la fameuse et très célèbre Anna Wintour en 1988. Sa mission n'est pas mince. Elle doit relever Vogue dans une période en pleine mutation,
où le féminisme, la libération sexuelle et les mouvements sociaux se font entendre à l'échelle internationale. Anna Wintour souhaite rompre avec le passé de Vogue et introduire un nouveau style plus audacieux. Désormais, la haute couture se portera avec le prêt-à-porter, des vêtements qui seront arborés par les premières supermodèles, telles que Naomi Campbell ou encore Kate Moss. La nouvelle rédactrice en chef affirme la culture populaire en introduisant des célébrités en couverture du magazine, comme Madonna en mai 1989. Anna Wintour collabore avec des photographes dont la renommée n'est plus à faire. Irving Penn et Richard Avedon, bien évidemment, mais aussi Mario Testino, connu pour avoir réalisé la célèbre série photographique Glamour et intime avec la princesse Diana en 1997. Il est aussi inévitable de parler d'Annie Leibovitz, emblème de Vogue dont les portraits conceptuels s'inscrivent dans des références dans le milieu de la mode, notamment avec ses portraits de Serena Williams, Adele et Angelina Jolie qui font la couverture du magazine. Dans les années 2000, Vogue est profondément impacté par l'arrivée du numérique. Le magazine doit adapter ses méthodes de production en abandonnant progressivement la photographie argentique et ses processus organiques. Vogue préfère les nouvelles techniques d'édition, de retouche et de mise en page. Désormais, les tâches sont simplifiées, gagnent en efficacité, en qualité et en flexibilité. Les photographes comme Mario Testino, Annie Leibovitz et Steven Meisel découvrent les multiples possibilités du numérique qui décuplent leur créativité. Ils peuvent se sentir davantage libres dans leur expérimentation et peuvent enfin créer leur propre décor grâce aux effets spéciaux des retouches. Cette innovation technologique n'empêche cependant pas Irving Penn de préférer l'argentique et de ne jamais faire la bascule vers le numérique. Vogue lance alors son site en 2010, faisant entrer le magazine dans l'ère multimédia. Par son site, Vogue sera encore plus accessible qu'il ne l'a jamais été, diffusant plus largement et fréquemment ses photographies, allant jusqu'à créer des éditoriaux adaptés aux dématérialisés. On préfère y présenter les séries les plus expérimentales, puis analyser les retours des lecteurs avant de publier les images sur le papier. En plus de son site internet, le magazine réagit très tôt pour diffuser sur des plateformes telles que Instagram et Pinterest. Pour Vogue, il s'agit d'une autre vitrine visuelle à son média, pouvant élargir toujours plus son audience et s'ancrer dans la culture populaire. Mais ces plateformes vont également changer considérablement l'approche de la photographie de mode en la faisant entrer dans le style de la photographie lifestyle des influenceurs, comme Camila Coelho et Chiara Ferragni. Ainsi, si à l'avenir vous observez votre influenceur préféré collaborer avec Vogue, comprenez qu'il s'agit avant tout pour le magazine de s'ancrer davantage dans vos habitudes et votre culture. Aujourd'hui, Vogue est publié dans plus de 26 pays, que ce soit en Europe, mais aussi en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine, sans oublier l'Afrique. Ces photographies publiées ont fortement impacté les débats sociaux traitant de l'égalité des sexes, de la durabilité de la mode, ainsi que de la diversité, comme le prouve le photographe Type Mitchell, qui en 2018 est devenu le premier photographe noir à avoir réalisé une couverture Vogue aux États-Unis. Après un siècle d'histoire, le magazine fascine toujours. La preuve en est qu'en 2016, la foule s'est amassée au National Portrait Gallery de Londres pour redécouvrir les archives du magazine lors de l'exposition intitulée Vogue 100 – A Century of Style. Aujourd'hui, Vogue souhaite poursuivre dans son innovation numérique en faisant évoluer la photographie dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle, afin de convaincre son public à interagir davantage avec les images tout en expérimentant encore plus les avant-gardes photographiques. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nice est fort. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis, sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nice est fort podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode historique et photographique. D'ici là, prenez soin de vous
Et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.